Bruno Aveillant. Ça va? Super, merci. Bonsoir. Bonsoir. Il vient d'arriver du Cambodge hier soir. Cette nuit, oui. Cette nuit, c'est ça. Bon, alors lui, ça n'impressionne pas beaucoup d'être au théâtre Mogador sur le théâtre du Roi Lion, parce que des lions, il en a quand même croisé pas mal. Un peu plus dans le sud, vers Cannes, je crois. Non? Oui, quelques-uns. Il y en a pas mal qui sont présentés d'ailleurs. Qui sont présentés là. Dans ce reel, absolument. Bruno, quand tu dois prendre une marque française et en faire un film qui va parcourir toute la planète, c'est quoi ta réflexion par rapport à la France? Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu penses? Parce qu'on en parlait un peu avant de monter sur scène, mais ce côté schizophrénique un peu, où on a des marques extrêmement puissantes, le monde nous envie, nous regarde, et en même temps on a du mal parfois à se projeter et à donner envie. Oui, complètement. On a effectivement, pour voyager beaucoup et pour travailler beaucoup à l'étranger, je suis toujours assez surpris de voir qu'on a peut-être ce penchant presque schizophrénique entre parfois être un peu donneur de leçons, c'est un peu le cas et certaines marques peuvent l'être parfois, être perçues comme telles, et à la fois se sous-estimer complètement. Là, je travaille beaucoup en Chine, notamment aux États-Unis, et je me rends compte à quel point les marques françaises ont un impact absolument considérable. Et on ne s'en rend pas toujours assez compte. Et juste un petit mot sur le montage que vous avez vu. C'est pas mon reel normal en fait, c'est un reel que j'ai fait pour l'occasion où il n'y a que des marques françaises. Alors elles ne sont pas toutes là, mais en tout cas c'est beaucoup de films que j'ai fait uniquement pour les marques françaises dans ce montage. Et je me suis fait une réflexion il n'y a pas très longtemps lors d'une interview, puisque une journaliste me disait oui, vous avez gagné beaucoup de awards dans votre carrière, c'est certainement grâce à tous les campagnes internationales et les marques étrangères, notamment américaines. Et ça a fait un peu de tilt, et je me suis dit, mais il faudrait que je compte un jour que je vois réellement justement tous ces awards, et notamment pas mal de lions, à qui ils appartiennent, et je me suis rendu compte que les 2/3 finalement des awards que j'ai gagnés dans ma carrière, ils viennent des grandes marques françaises. Et je n'avais pas réalisé, et c'est pas toujours la perception qu'on a. Donc voilà, en tout cas c'était une... Non mais ça c'est hyper intéressant, le fait que la grande majorité des prix que tu as reçus étaient faits pour des marques françaises, c'est extraordinaire. Il y a une autre chose, parce qu'on connaît tous ici les briefs dans les agences, tac, quel brief, la stratégie, mais à un moment, il faut le donner à quelqu'un pour en faire quelque chose. C'est quoi tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as un endroit spécial où tu vas, tu as des sources d'inspiration différentes. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un brief? Quand je reçois un brief, déjà je suis très content. C'est déjà la première chose. Ensuite, oui, après commence forcément le processus de l'acte créatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on reçoit un brief ou un storyboard d'une agence, un dossier. Il faut arriver, mon travail, la raison pour laquelle je travaille et j'aime beaucoup travailler avec les agences, c'est que mon job, c'est vraiment de tirer les ficelles, d'essayer de cette pépite, d'en faire un lingot, entre guillemets, sans essayer de non plus extrapoler, mais c'est vraiment se dire, voilà, il y a une idée formidable, mais comment on en fait un film qui ait énormément d'impact, qui ait une résonance incroyable, notamment sur le plan international. Et lorsqu'on travaille avec des grandes marques vraiment extrêmement prestigieuses et très... emblématique, la pression est encore démultipliée forcément. Alors comment vient l'inspiration? Ça c'est la colle absolue. Il n'y a pas de réponse. J'ai franchement pas de réponse toute faite. Les idées elles peuvent venir en 30 secondes, elles peuvent mettre 3 semaines. Il n'y a pas de méthode, sinon ça se saurait, je pense, s'il y en avait. Ce qui est certain, c'est que j'essaye vraiment de m'investir dans le projet au maximum, de dormir avec, de me réveiller avec. Et j'ai souvent d'ailleurs beaucoup d'idées en m'endormant. Je pense comme beaucoup d'ailleurs de créateurs. Et puis elles viennent aussi des concours de circonstances. Je me rappelle notamment d'un film qui a pas mal, parce que c'est le premier gros film justement où j'ai gagné beaucoup de prix. C'est le premier film Perrier que j'avais réalisé avec Edith Piaf. On en voit un court extrait. Oui, en noir et blanc. Et ce qui était... Et ce film, j'avais une pression monumentale parce qu'à l'époque j'étais vraiment un très jeune réalisateur, j'avais 4 films sur ma bande, je venais de faire le lancement de Bouygues Télécom et c'est comme ça que je me suis fait remarquer par Publicis qui m'a proposé à la dernière seconde de faire partie de cette compétition où il y avait quelques réalisateurs pas très connus comme Tim Burton, comme Joe Pisca. Pas de pression. Voilà, pas de pression. Mais à la limite, comme justement j'avais absolument rien à perdre, et qu'ils avaient eu 3 semaines, moi j'avais 3 jours. Le storyboard à l'époque, ça montrait Edith Piaf qui sortait d'une image dans le bar du Ritz.
et un tennisman, parce que Perrier, évidemment, sponsor de Roland Garros, qui sortait d'une photo, il dansait la valse dans le bar du Ritz. Et quand j'ai vu ce board, je me suis dit, mais l'idée, elle est formidable, Edith Piaf, mais il manquait un truc, et quand j'avais absolument rien à perdre, j'avais beaucoup de chance, parce que j'étais en vacances pendant quelques jours dans le sud de la France, et il y avait un bar de plage où j'allais toujours. En étant dans ce bar de plage, j'ai regardé autour de moi, alors c'est le genre de bar de plage très sympa, où il y a des myriades, des pochettes de disques, plein de trucs sur les murs. Et je me suis dit, mais c'est ça le film, c'est pas au bar du Ritz qu'il faut aller, c'est dans un bar de plage. Et là, on aura une texture de personnages, une variété de personnages absolument incroyable, et ça va être vraiment la fête. Parce que, à mon avis, cette marque a toujours été. Et voilà, l'idée, elle est venue comme ça. Merci, merci Bruno. Alors, tu restes avec nous. Je te propose de t'installer ici. Parce que pour explorer la force des marques historiques, ce soir on en a invité 3 des plus belles. Tiens, je te propose de t'asseoir juste derrière. Avec Air France et Catherine Villard. Je t'en prie. Tu veux te mettre à côté de Bruno. Orange avec Anne Imbert. Il y a une team Orange. Hein. Et Michelin avec Jean-François Laforge. Alors, je voulais commencer avec, pour moi, un phénomène un peu étrange. Voilà. C'est quand même Air France qui fait des publicités depuis des décennies maintenant, et en fait, on ne voit pas le produit sur vos pubs. C'est vrai. Enfin, je veux dire, réfléchissez-y, hein, essayez de vous souvenir des différentes pubs, le plus bel endroit de la Terre, mais même dans les années 60, il n'y avait pas non plus l'objet avion dedans. Exactement. C'est vrai que Air France est une marque plutôt inspirante et donc qui va solliciter le cœur et l'esprit des clients, des voyageurs du monde. Et en 1967, pour raconter l'anecdote, et on va être dans l'actualité, je vois qu'il y a les slides qui se montrent, on va être complètement dans l'actualité parce que le centre Georges Pompidou s'est associé à la Monnaie de Paris et fait une rétrospective de Georges Mathieu, qui est un affichiste un petit peu oublié, mais un affichiste de renom. Et en 1967, Air France a fait le pari de faire une campagne de publicité. La télévision n'était bien sûr pas dans tous les foyers à l'époque. Et donc, a commandé 14 affiches sur les destinations d'Air France. Et déjà, à ce moment-là, on ne voyait pas l'intérieur des cabines d'Air France. Et donc, sur l'affiche France, et donc je vous invite à découvrir cette exposition à la Monnaie de Paris. Il y a un petit texte, je vais juste vous dire les 3 premiers mots du petit texte qui l'accompagne. C'est de la rigueur, mais de l'élégance, de la logique, mais de la fantaisie, de la mesure, mais de la grâce. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans cet esprit-là. Voilà. Super. Bon alors, Anne, dans un tout autre domaine, on a eu la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Il y a une course frénétique technologique. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la pointe de ces évolutions ? Alors déjà, nous non plus, pendant des années, nous n'avons pas montré de produits, et ça faisait même partie de notre ADN de marque, de montrer l'humain avant la technologie, les usages. Et c'est parce qu'on a été fidèle à cet ADN de nos origines, parce que quand la marque s'est créée en 1994, on clamait « The future is bright, the future is orange ». Et donc cette vision positive du futur, de l'utilité de nos services, nous a véritablement collé à la peau. Et moi, je suis ravie aussi de me retrouver sur cette table ronde, puisque j'ai vu la campagne que vous avez réalisée, que j'ai eu la chance d'accompagner en interne, de la transformation de France Télécom en Orange, et finalement de cet héritage qu'on a aussi épousé et intégré complètement dans notre marque. Alors juste, je me permets juste d'interrompre, parce que vous savez, c'est pendant la bande démo de Bruno, il y avait des enfants avec une petite boîte orange, et donc c'était le 2e film, je crois. Alors c'est le 2e film, mais le film dont je parle est le grand-père qui finalement dit à son enfant, à ce petit enfant, eh bien tu as 10 doigts, et donc ces petits doigts vont te servir à te connecter au monde, ces petits doigts vont te servir à communiquer, à te faire des amis, à commander en ligne, mais n'oublie pas que celui-ci, le dernier, te servira à te déconnecter. Et cette vision aussi de l'utilité de nos services, de l'utilité du digital, de finalement on se connecte, mais il est aussi important de se déconnecter,
cet engagement sociétal fait aussi partie de notre ADN. Donc je n'ai pas de slide, mais on partage, je pense, avec Air France, sans doute aussi avec Michelin, cette vision de l'utilité de la marque et derrière la marque de l'entreprise et des produits et services. Formidable. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Air France qui ne montre pas le produit, Orange qui ne montre pas le produit. Maintenant, on en montre. Hein. Ah mais non, je sais, mais bon, c'était... Mais alors, s'il y a bien une marque où on montre bien le produit, c'est chez Michelin. Mais c'est étonnant, parce qu'on montre un produit qui quand même est un pneu, et dans un monde aujourd'hui, à la course, au moins cher, à ci, à ça, la concurrence, Michelin reste, on en parlait, l'un des pneus les plus chers du marché. Donc comment est-ce qu'on fait pour continuer à convaincre les gens d'acheter un pneu extraordinaire, puisqu'il est technologique, plus sophistiqué que les autres, mais dans un marché extrêmement concurrentiel? Oui, on peut dire c'est le plus cher, mais c'est aussi le meilleur, il ne faut pas oublier. C'est ce que j'ai dit extraordinaire. Non, mais tout l'intérêt de travailler sur cette marque, c'est justement le rapport très distant du consommateur au produit. Et en travaillant la marque, en fait, on crée ce lien, on l'entretient entre les phases d'achat qui sont de 2 ou 3 ans à chaque fois, quoi. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi bénéficier de plus de 130 ans d'histoire. On parlait de constance. Et justement, par cet engagement de cette marque à accompagner les gens dans leur vie quotidienne, quel que soit l'endroit où ils habitent, quel que soit le véhicule qu'ils utilisent, Michelin a démontré son utilité au travers l'innovation des produits, encore une fois adaptés aux besoins des gens partout dans le monde. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est le fait que comme c'est un produit avec lequel on n'a pas un contact quotidien, régulier, il faut le changer quand il faut changer les pneus. C'est ça, comment vous créez ce lien? C'est quoi les 3 choses ou les 2 choses, je sais pas, qui font que vous dites c'est nous, venez chez nous? C'est effectivement un produit a priori très fonctionnel, mais derrière nous, là, on a celui qui apporte cette dimension unique à la marque, le personnage, qui a plus de 120 ans. Aujourd'hui, le visuel que vous avez sous les yeux, en fait, il a été créé pour célébrer ces 120 ans de Bibendum. On voit clairement qu'en 120 ans, la silhouette a évolué. Certains accessoires d'époque ont disparu, comme les lorgnons, mais l'essence du personnage, l'essence du caractère est bien là. Et on retrouve ce caractère sympathique et rassurant qui fait aussi préférer la marque. Bruno, quand tu dois travailler pour une marque qui, comme certaines de ces marques ici ce soir, ont des très longues histoires, est-ce que c'est une pression supplémentaire de rentrer? J'ai vu, il y avait Cartier, par exemple, je crois qu'on parlait de 170, 40 ans, je crois. 165. 165 ans. Je veux dire, comment est-ce qu'on prend des marques qui ont toute cette histoire et on les projette dans le futur? Alors oui, effectivement, je me suis trouvé confronté pas mal de fois avec des grandes marques comme ça, vraiment iconiques, qui ont cette particularité, et c'est ça aussi qui fait la particularité de la France, c'est d'avoir des marques qui ont plus d'un siècle d'existence. Et déjà, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y en a pas. Et c'est rare de se dire quand même qu'on a une marque comme Cartier, comme Louis Vuitton. J'ai fait le premier film de marque pour Louis Vuitton, pour Cartier, pour de nombreuses grandes marques. Mais à chaque fois, c'est rare de se dire, voilà, d'appréhender une marque en se disant, on sait qu'elle existait il y a un siècle et demi, et on sait que dans un siècle et demi, elle existera encore. Et si on regarde autour de nous, on ne parle pas de start-up, là, on sait, il y a peu de marques dans le monde qui ont cette aura-là, et les marques françaises en font partie. Donc comment on fait? On essaye surtout de réfléchir, alors je parle surtout dans le contexte, pas tellement d'un film publicitaire classique, mais vraiment ce qu'on appelle un film de marque. Il y a une différence notoire entre les deux. Un film publicitaire classique, ça accompagne une campagne qui est temporaire, c'est un lancement de produit, c'est un événement, etc. Et ensuite, on passe à autre chose. On parle d'un film de marque, le film doit traduire les gènes, l'ADN de la marque sur le moment, doit traduire son héritage, mais doit également projeter cette marque dans la modernité, dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, faut se dire une chose, c'est que le film qui va sortir, le film Cartier, fait encore 50 000 vues par semaine, après avoir gagné 50 awards, etc. etc. Et aujourd'hui encore, c'est un film, j'étais en Chine pour une conférence à l'université de Pékin, les gens étaient debout, ils connaissent le film par cœur. C'est vraiment et c'est des films comme ça qui font
qu'on se pose la question toujours de se dire, voilà, on fait quelque chose à l'instant T, mais dans 10 ans sur Internet, ce film doit toujours encore générer un enthousiasme et surtout traduire fidèlement les valeurs de la marque. Voilà. Donc modernité et héritage. Voilà, très bien, modernité. Des racines des ailes. J'aurais pu le dire plus simplement, ça aurait été bien sûr. Catherine, Air France a fait quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous avez intégré la valeur de marque dans le bilan de l'entreprise. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Alors ça, c'est une autre partie de l'histoire. Je rejoins ce que disait Bruno, parce qu'en fin de compte, un film de marque, ça contribue à l'histoire de la société, ça vient nourrir l'ADN. Et puis, à un moment, on peut se dire, en fin de compte, la marque, je crois que ça a été dit un moment, ça peut être une histoire de marketeur dans un coin, on va la laisser traîner, prendre la poussière, on va s'amuser à lui changer les couleurs, à essayer de la révolutionner. Et en fin de compte, non, il faut, comme une personne, la maintenir dans sa désirabilité, dans sa modernité, comme disait Bruno. Et donc, il y a parfois, il faut savoir, parce qu'il y a un engagement extrêmement fort des collaborateurs Air France envers la marque, des clients, et on l'a encore vu pendant les Jeux Olympiques, sur la marque Air France. On l'a vu aussi pendant la période du Covid, où les clients nous écrivaient pour nous dire « mais faites-moi encore rêver, parcourir le monde, rester vivant, etc. » C'était des marques d'amour, et du coup, on a décidé de sanctuariser la marque. Sanctuariser, ça veut dire que, bien sûr, bassement matériel, il faut lui donner une valeur financière, mais surtout, on la met dans un outil, un vecteur, qui va en faire ce qu'on appelle un asset intangible, qui va redonner cette valeur à la marque dans le cœur des employés, dans le cœur des clients. C'est-à-dire qu'on ne la touche pas comme ça quand elle a... ça, c'était un film que BETC nous a fait avec une très belle tagline, signature, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, qui était magnifique. On ne voit pas d'avion. On peut voir aujourd'hui, bien sûr, le rôle d'Air France et de showcase de Best of France, hein, donc Elegance is a journey pour nous. Voilà, c'est vraiment ça, comment on peut le mettre au chaud, le protéger, comme si on le mettait dans un coffre-fort, pour savoir que ça a de la valeur et qu'il faut respecter cette marque. Merci. Jean-François, on a vu le Bibendum, bien sûr, mais l'autre gros asset, justement, de Michelin, c'est le guide, bien sûr. Alors, on connaît tous un peu l'histoire du guide, mais moi, j'étais curieux quand même de savoir, par rapport au revenu global de Michelin, ça représente quoi le guide et quelle est son importance, en fait, au sein de l'entreprise? Comparé au revenu de Michelin, c'est tout petit. Mais c'est une marque colossale, parce qu'en fait, c'est la seule master brand sur la sélection gastronomique mondiale. Il n'y a qu'une marque qui ait ce rayonnement international. Donc on est très très fiers qu'elle soit née justement avec le pneu, puisque à l'origine, le guide était destiné à accompagner les déplacements des personnes qui achetaient des pneumatiques. À l'époque où il n'y avait pas d'indication sur les routes, où les voitures étaient moins fiables qu'aujourd'hui, où il n'y avait pas d'application pour trouver son hôtel et son restaurant. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il ait une proportion complètement démesurée dans l'importance de la marque. Oui, c'est à peu près les 2/3 de l'engagement sur les réseaux sociaux autour de Michelin. Et Anne, quand on est une marque présente dans 26 pays, ce sera ma dernière question pour essayer de comprendre, comment est-ce qu'on existe individuellement pour chaque pays, chaque culture de pays, et être aussi large comme ça? Alors déjà, avant de répondre à cette question, je me permets peut-être aussi de dire qu'une marque puissante, c'est exactement ce qui a été dit et ce qui rassemble. Le sens, la vision, l'apparence. On parle de la marque Orange. Je pense que dans la salle, tout le monde sait que nous avons un logo carré Orange et que nous sommes sur un marché des télécoms qui ne dit pas la couleur et qui ne dit pas nécessairement le nom de ce que nous sommes. Et donc, il faut être reconnaissable, il faut effectivement être tout de suite dans la perception visuelle de nos clients, et ce sont les expériences. Et c'est exactement ce qui est décrit ici, c'est la cohérence de ces 3 aspects qui fait qu'on est une marque forte. Et pour pouvoir exister dans 26 pays, c'est à la fois respecter le sens, respecter cette vision de l'humain avant la technologie pour ce qui nous concerne, c'est avoir une identité qui
qui soit immuable, c'est-à-dire que dans l'équipe, on a des gardiens, mais ça ne veut pas dire des gardiens qui gardent un coffre-fort, hein. Il faut effectivement qu'on puisse évoluer avec notre temps, mais notre logo reste notre logo, c'est-à-dire qu'il faut absolument le chérir et le protéger. Et puis dans les expériences, on peut se permettre là de faire évoluer les choses. Et un point aussi qui est essentiel, c'est la consistance, ce n'est pas l'immobilisme. Donc il faut, et ça a été dit, hein, il faut évoluer, moderniser les codes. La pub, pour ça, la publicité est un formidable terrain de jeu où on peut faire évoluer. Et puis nous, on a fait évoluer notre signature de marque. Donc j'ai cité notre signature iconique qui est Future is Bright, Future is Orange, qui date de 94. Notre signature aujourd'hui, Orange est là, que vous avez dû bien entendre, voilà, elle est bien ancrée dans nos esprits. Elle est traduite dans chacun de nos pays. Et quand on dit Orange est là en Pologne, c'est pas la même chose que Orange est là au Burkina Faso, c'est pas la même chose que Orange est là au Mali, que Orange est là au Maroc ou Orange est là en France. Et donc on a traduit, on a adapté aussi ces codes publicitaires à ces expressions. Donc finalement on a gardé en centrale, en tous les cas au global, la vision, le logo, notre apparence, mais on a fait évoluer nos codes publicitaires, notre signature et tout ce qui concerne notre expérience autour du sponsoring, autour de l'expérience que vivent nos clients avec cette marque. Et là-dessus, on a un terrain de jeu créatif qui est absolument formidable. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci d'être venus nous parler et partager vos expériences avec nous.